Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Ce soir, Isegoria vous a invité pour débattre sur le thème du sport et plus particulièrement du football. Ce qui tombe très bien au vu de l'actualité récente, voire actuelle. Nous accueillons ce soir un invité plus qu'expert en la matière, Pape Diouf. Bonsoir et merci d'être venu. Né au Tchad, vous êtes marseillais depuis votre adolescence et passionné de foot. Après des études à l'Institut d'études politiques d'Aix en Provence, vous vous êtes lancé dans le journalisme et vous avez écrit notamment pour des journaux comme La Marseillaise ou encore Le Sport. Ensuite, vous êtes devenu agent de joueurs. Donc, pour n'en citer que quelques-uns, Basile Boli, Marcel Desailly ou encore Samir Nasri, que vous avez suivi depuis son plus jeune âge. Enfin, vous avez été manager général, puis président de l'OM de 2005 à 2009. L'année dernière, vous avez coécrit avec Pascal Boniface, que nous avons d'ailleurs reçu il y a un an, de But en blanc, l'ouvrage de But en blanc, que vous avez la gentillesse de nous dédicacer ce soir. Voilà, donc quel humanisme pour le football professionnel. Je vous souhaite une excellente conférence. Merci. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Il n'est pas habituel pour Isegoria d'aborder des questions relatives au sport. Pourtant, la mission de notre association est d'aider à appréhender l'évolution du monde dans lequel nous vivons, en traitant non seulement de sujets purement littéraires ou philosophiques, mais plus largement de tout sujet de société propice à la réflexion. Parce que le sport est à la fois un secteur économique à part entière, je rappellerai simplement un chiffre. Le sport représente en moyenne 2% du PIB dans les sociétés occidentales et qu'il est également une symbolique sociale. Il nous a semblé important de demander à un homme de conviction et d'engagement de venir s'exprimer ce soir sur l'humanisme dans le sport. C'est donc avec plaisir que l'équipe d'Isegoria accueille ce soir Pape Diouf et à titre individuel, la Marseillaise que je suis vous remercie doublement d'avoir accepté notre invitation et d'avoir également permis à l'OM d'écrire certaines des plus belles pages de son histoire sous votre présidence. La question sur laquelle vous allez nous éclairer ce soir, quel humanisme pour le football professionnel, est une vraie question d'actualité. Si le sport est porteur, de par sa nature et son organisation, de valeurs symboliques d'une société idéale, telles que le respect ou encore le dépassement de soi, ces dernières années ont été marquées par plusieurs atteintes à l'éthique sportive, qu'il s'agisse de récurrentes affaires de dopage, par exemple dans le Tour de France depuis l'affaire Festina en 1998, d'affaires de corruption, notamment dans le football, ou du dérapage de certains joueurs. On se souvient du coup de tête de Zinedine Zidane lors de la finale de la Coupe du Monde en 2006 face à l'Italie. La notion d'éthique sportive a-t-elle encore un sens de nos jours, ou n'est-elle qu'un simple levier commercial comme d'autres ? D'autre part, les valeurs génériques du sport ne doivent pas occulter l'existence de valeurs spécifiques à chaque activité sportive. Ainsi, les arts martiaux se présentent comme des sports profondément humanistes parce qu'ils proposent un apprentissage de la vie et une meilleure maîtrise de soi grâce à leur pratique. L'humanisme moderne peut être défini comme une posture intellectuelle qui place l'homme au centre de toute préoccupation et qui a comme moteur l'épanouissement de l'homme et sa capacité à évoluer positivement. Qu'en est-il du football professionnel ? Peut-on encore parler d'humanisme dans un sport où les joueurs se monnaient pour des millions d'euros comme de simples pions sur un échiquier, parfois davantage pour leur image que pour leurs compétences techniques sur le terrain ? Je vous laisse à présent la parole et je suis certaine que votre intervention alimentera un débat à la fois passionnant et passionné. Merci à tous, merci de votre accueil sympathique et très amical. Merci aussi pour tous les mots qui ont été prononcés à mon encontre. Je suis venu ici non pas pour prononcer un discours magistral ou bien pour sortir des théories toutes faites. Ce n'est ni dans ma nature ni dans mes désirs. Je suis venu d'abord ici pour, avec vous, avoir un échange
qui soit total, un échange dont peut-être vous et moi, on pourrait se nourrir pour essayer de répondre en tout cas à cette question très, très vaste qui est posée. Y a-t-il de l'humanisme dans le football? C'est vrai que le football reste, je dirais, aujourd'hui une sorte d'endroit où, sur quoi tout est dit, une chose et son contraire. Le football, du reste, dans votre présentation, madame, vous l'avez suggéré, le football devrait être exemplaire et apparemment ne l'est pas. Parle-t-on du même football et ne fait-on pas porter à ce sport plus qu'il ne pourrait en porter et infiniment plus, je dirais, qu'il n'en faudrait. Mon sentiment est que il faut déjà dater l'apparition du football moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui au début du siècle dernier, c'est-à-dire dans la banlieue de Londres, au début des années 1900, que le football tel qu'on le connaît est apparu avec la mécanisation. C'est vrai, dans les usines, les ouvriers de l'époque avaient besoin, pour se dérider un peu, pour essayer de sortir des chaînes déjà qui étaient assez pénibles au quotidien, de jouer un tout petit peu à la baballe, mais non plus avec les mains, mais avec les pieds. Le football commençait simplement à apparaître de cette manière, donc comme un jeu ludique, comme une manière d'exutoire pour les ouvriers de l'époque. Et le football a dû être après codifié, puisque très rapidement, il est apparu comme étant un jeu accessible au plus grand nombre, un jeu auquel on pouvait s'adonner. Il suffisait simplement d'être un petit nombre de gens et de se diviser en deux camps pour le jouer. Ce sport apparaît officiellement en 1928 aux Jeux Olympiques. Et avant de s'étendre et de devenir une compétition mondiale en 1930 avec la première Coupe du Monde qui a été organisée en Uruguay. C'est vrai que depuis cette date, le football a connu une formidable évolution, une évolution, des changements parfois brutaux, des changements parfois assez gigantesques, assez importants. Puisque entre le football de papa des années qu'on vient d'évoquer, par exemple pour la première Coupe du Monde de 1930, à laquelle pour se rendre la sélection française a dû emprunter un bateau et mettre plus d'1 mois en route pour atteindre Montevideo, et le football d'aujourd'hui, il y a effectivement plus qu'une nuance, il y a un monde. Entre même, je dirais simplement, les footballeurs de 1970, les footballeurs marseillais de 1970 qui étaient champions de France et leurs émoluments, et les footballeurs d'aujourd'hui, il y a aussi un monde. Donc le football, effectivement, a très nettement évolué, mais ce n'est pas seulement le football qui a évolué, c'est plutôt la société en elle-même qui a évolué. C'est la société qui a connu une évolution assez importante, et le football n'a fait que suivre. Une petite digression m'amène souvent à parler, lorsqu'il s'agit de l'Afrique, de certaines réalités, de rappel de certaines réalités. Quand on me demande comment le football africain doit s'y prendre pour se développer et que peut-on faire pour qu'il puisse prospérer très largement. En réponse, je dis toujours que comment peut-on extraire le football d'un contexte global, comment peut-on ne pas considérer tous les aspects liés de près ou de loin au développement et ne considérer que le football et espérer que le football puisse, dans cette globalité, sortir intact. Donc je crois que aujourd'hui parler d'humanisme dans le football, oui, mais il ne faut quand même pas réduire non plus le football comme une discipline devant forcément être exemplaire. Le football n'a pas cette prétention d'exemplarité qu'on veut lui donner. Le football est bien souvent, si on considère l'aspect contemporain du football,
ce qu'il représente aujourd'hui. Le football est aujourd'hui joué par des acteurs très jeunes, des acteurs qui, à l'âge où généralement on est à l'école, à l'usine ou dans des centres techniques pour se former soit intellectuellement, soit professionnellement, à cet âge-là, les acteurs du football sont bien souvent dans des centres de formation. Ne pas confondre centre de formation et sport-études, puisque très souvent, des parents m'approchent et me demandent est-ce que je ne peux pas les aider pour faire inscrire leurs enfants dans des sports-études, me vantant toujours les qualités de bons footballeurs de leurs enfants. Et à cela, je réponds toujours que autant un sport-études reste quand même un centre de formation intellectuelle probablement, mais en tout cas une école, autant les centres de formation des clubs, cela n'a rien à voir dans les centres de formation de clubs. La seule chose qui intéresse les formateurs, c'est de former de futurs footballeurs, peu importe leur niveau intellectuel, peu importe, je dirais, ce qu'ils peuvent acquérir dans ces centres-là comme formation intellectuelle, et ça, il faut le savoir. Évidemment, les garçons dans ces centres qui ont des prédispositions pour pouvoir mener de pair études et football, on essaie de les encourager, mais il ne faut quand même pas se tromper. L'objectif majeur des centres de formation, c'est d'abord de former des footballeurs de demain. Alors, ces garçons-là, 14, 15 ans, ils sont dans des centres. Comment peut-on, quelques années après, 5 ans après, 6 ans après, attendre d'eux qu'ils soient, je dirais, les vecteurs sociaux sur lesquels on doit s'appuyer, les éléments sur lesquels on doit s'appuyer pour distiller l'exemple, pour parler d'exemple. Je crois qu'il y a un malentendu tenace qui persiste, qui perdure et dont il faut revenir. Le football n'a pas cette prétention, donc je le redis, qu'on veut bien lui donner d'exemplarité. Par contre, on peut maintenant parler, c'est vrai, de bien des choses que le football a apporté de positif, puisque je crois que si je ne m'abuse, si je ne me trompe, c'est Albert Camus qui disait que ce qu'il connaissait, ce qu'il savait des hommes, c'est au football qu'il le devait. Lorsque, bien plus jeune, quand j'ai lu ça, j'avais tout de suite positivé. Je m'étais dit, Albert Camus a voulu certainement dire ce qu'il savait de bon des hommes. Mais ce n'est jamais ce qu'il a dit. Il a simplement dit ce que je sais des hommes, c'est au football que je le dois. Et quand on veut regarder le football dans ce qu'il a de plus global, certes, il y a beaucoup de positifs. Le football apprend l'enthousiasme, le football apprend l'amitié, le football apprend la solidarité, la fraternité, mais le football apprend aussi l'égoïsme, le football apprend aussi la jalousie, le football apprend aussi la mesquinerie. Donc, en ayant dit ce qu'il a dit, je pense que Camus voulait simplement résumer ce qu'était en fait, ce que pouvait être le football, c'est-à-dire c'est en fait une société en miniature qui avait cette particularité d'être beaucoup plus visible que d'autres activités. Et aujourd'hui, avec cette formidable médiatisation dont le jeu est l'objet, c'est vrai, le centre de toutes les réflexions, le centre de toutes les attaques, le centre de toutes les interprétations. Et c'est peut-être à ce niveau-là qu'il convient de savoir nuancer, à ce niveau-là qu'il convient de savoir faire la part des choses. Alors, si vous le souhaitez, nous pouvons ensemble le faire. Je le redis, je n'ai pas ici la prétention de faire un cours magistral, ce n'est absolument pas le cas. Mais avec vous, je suis tout à fait prêt à entamer une discussion, celle que vous souhaitez, que nous puissions avoir, dans tous les domaines. Je suis prêt à répondre. Il n'y a pas de mauvaises questions, il ne peut y avoir que de mauvaises réponses. Si vous me permettez, je vais un peu... Comme j'ai toujours trouvé le temps très dur à Nantes, j'ai pensé qu'il en serait ainsi, mais bon. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, oui. En fait, je voulais savoir qu'est-ce qui a amené le football à devenir plus
avoir plus de simulation dans le football, dans le sens où, au départ, je suppose que le jeu était beaucoup plus rude et fair-play, et qu'est-ce qui a amené le jeu à devenir de plus en plus faux, en fait? Je crois que ce sont les enjeux. Les enjeux sont devenus colossaux, les enjeux sont devenus très importants. Et je ne sais pas trop qui disait que les États n'avaient que des intérêts. Je peux dire aujourd'hui que les clubs peuvent à peu près reprendre la même définition. Les clubs n'ont que des intérêts. Quand on considère aujourd'hui le football et ses enjeux, quand on regarde tout ce qui est impliqué, forcément, il y a une compétition qui est devenue féroce. Et cette compétition-là n'est pas simplement aujourd'hui sportive, elle est économique, elle est financière. Quand on veut prendre l'exemple du championnat de France, c'est un championnat dont, évidemment, chacun ne peut pas être le vainqueur, puisqu'il faut un vainqueur, il faut entre 20 équipes, il y a un classement qui partira du premier jusqu'à la 20e place, mais chaque place a son importance dans la mesure où aujourd'hui, il y a ce que vous savez tous, qui s'appelle les droits télé, qui sont la manne financière que verse la télévision, et qui est partagée selon des critères discutés et acceptés par l'ensemble des clubs. Cette manne est partagée, mais en fonction des classements de chaque équipe. Chaque équipe, d'une place à une autre, cela peut faire gagner ou faire perdre des millions d'euros. Cela amène donc évidemment de la férocité, énormément de férocité à la compétition, et bien souvent, il y a de la part du spectateur lambda ou du supporter lambda, l'idée qu'en fin de championnat, il y a des matchs qui comptent pour du beurre. Rares sont les matchs qui comptent pour du beurre, puisque, comme j'essaie de l'expliquer, de vous le dire, chaque position a une importance. Et le fait de terminer 12e ou 13e peut amener un club à gagner ou à perdre, je dirais, de 1 à 2, de 2 ou 3 millions d'euros. Et donc, cela donne cette férocité un peu à la compétition, mais pas seulement en France, puisque si on considère tous les championnats d'Europe aujourd'hui, les championnats en tout cas importants, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Italie, en Allemagne, en Espagne ou en France, les données sont à peu près les mêmes. La donne est économique, elle est financière, et ce sont quasiment deux impératifs qu'il faut concilier. Arriver financièrement à atteindre les objectifs fixés et en même temps atteindre aussi les objectifs sportifs. Et c'est vrai qu'on atteint généralement l'économique et le financier, l'objectif économique et l'objectif financier en atteignant les objectifs sportifs. Alors oui, il y a une forme de pression qui est ce qu'on peut appeler la pression, qui est très importante au niveau de chaque club, pas seulement à Marseille, pas seulement à Lyon, mais même dans des clubs dits des clubs moyens ou des petits clubs, il y a cette réalité économique et financière qui, à tout moment, rattrape les différents acteurs. Donc en fait, vous dites que c'est les clubs qui forcent les joueurs à devenir de plus en plus mesquins et non pas les joueurs eux-mêmes qui veulent éventuellement arriver à un meilleur niveau et se voir. Non, il ne faut pas voir simplement dans l'esprit de compétition de la mesquinerie, pas forcément. Et puis, l'homme a tendance, de toute façon, à toujours magnifier le passé par rapport au présent. C'est une donnée aussi vieille que l'homme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à faire porter au football, je dirais, tous les maux du monde. Moi, dans ma pratique au quotidien du football et des joueurs, dans ma pratique quotidienne au club, j'ai rencontré des garçons, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, qui effectivement avaient ce caractère de mesquinerie, mais il y en avait d'autres aussi qui étaient aux antidotes de ce trait de caractère. C'était des garçons qui étaient remarquables, des garçons qui avaient, je dirais, des qualités éminemment honorables et qui étaient très loin de cette mesquinerie. On ne peut pas globaliser, on ne peut pas dire que tous les joueurs de football aujourd'hui tombent dans la mesquinerie. Bonjour. Oui, bonsoir. J'ai une question qui est assez large en fait. J'aimerais avoir votre avis sur l'arrêt Bosman et sur le départ des très jeunes joueurs, notamment français,
dans les clubs étrangers et savoir comment on pourrait faire pour résoudre ces problèmes et pas avoir des joueurs qui partent très tôt et qui finalement ratent leur carrière en partant en Angleterre par exemple. L'arrêt Bosman, pour ceux qui ne le sauraient pas, il faut quand même le redéfinir ici. C'est l'arrêt, si vous voulez, qui est intervenu à la suite d'une plainte déposée par un joueur belge qui s'appelait Bosman et qui s'était adressé, je dirais, à la Commission européenne en disant « Voilà, j'ai envie d'aller signer dans un autre club que le club actuel qui m'emploie, mais on me dit que mon contrat est un contrat ad vitam, c'est un contrat à vie. » De là est né donc cet arrêt puisque la Commission européenne a fini par lui donner raison et lui a donné la liberté de signer là où il voulait. Pour comprendre les conséquences de cet arrêt sur le football français notamment, il est peut-être bon que je vous fasse un petit flashback. Que se passait-il jusqu'à cet arrêt en France? Lorsqu'un garçon signait dans un club professionnel un contrat d'aspirant, il y avait le contrat apprenti, mais partons du contrat aspirant. En général, il le signait autour de 15 ans. De 15 ans à 17 ans, il était aspirant, donc 2 années. À la fin de son contrat d'aspirant, automatiquement et mécaniquement, son club avait le droit de lui proposer à la suite un contrat stagiaire de 2 ans, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Donc, en règle générale, le garçon qui était gardé était heureux de signer puisque cela montrait qu'il était en tout cas sur le chemin d'une carrière de footballeur professionnel. Il signait un contrat de 2 ans de joueur stagiaire, ce qui pouvait l'amener jusqu'à 19 ans. Et le club était encore, au bout des 2 années, en mesure de lui faire signer un autre contrat de stagiaire d'1 année, ce qui pouvait donc conduire ce garçon-là à 20 ans en tant que stagiaire. Et après, au bout des 3 ans de contrat de stagiaire, le club était toujours en mesure de lui faire signer, de lui proposer un contrat professionnel de 4 ans, qu'il devait nécessairement signer. S'il ne le signait pas, il ne pouvait pas signer dans un autre club. À partir du moment où l'arrêt Bosman est arrivé, cela a bouleversé cette donne. Cela a amené les joueurs au terme de leur contrat aujourd'hui d'aspirant. Après 2 années d'aspirant, ils sont tout à fait en situation de partir. Ils ne sont plus contraints de respecter cette démarche qui était quand même française, il faut le dire, et qui faisait partie de ce qu'on a appelé la spécificité de la formation française, qui a été louée ici ou là. C'est vrai qu'on a considéré que la formation française était une des meilleures d'Europe. À partir de ce moment-là, les clubs se sont trouvés devant effectivement une difficulté qu'ils ont eu du mal à contourner, puisque les garçons pouvaient partir après 2 années d'aspirant ou 2 années de stage ou 2 années de stagiaire ou 3 années. Il fallait trouver d'autres solutions. Et c'est le moment aussi que la situation a été mise à profit par les grands clubs d'Europe. Que faisaient-ils? Ils venaient en France, en sachant quelle était la qualité justement de cette formation française, pour faire des propositions très importantes aux jeunes joueurs, dès lors qu'ils étaient aspirants en fin d'année d'aspirant, de contrat d'aspirant, ou en fin de contrat de stagiaire. Ce qui a expliqué justement toutes ces réclamations, en tout cas ces plaintes aussi déposées par les clubs français au niveau des institutions judiciaires ou au niveau des institutions sportives pour réclamer leur dû. Puisque les garçons, après 2 ou 3 années de formation parfois dans un club français, pouvaient partir à l'étranger et quelques-uns d'entre eux d'ailleurs l'ont fait et sont partis. À partir de ce moment-là, effectivement, ça a changé radicalement la donne. Les clubs se sont mis à se demander est-ce qu'il faut continuer à former des joueurs qui fatalement allaient partir, puisque les clubs français n'ont pas les moyens de retenir ces jeunes joueurs formés. Ils n'ont pas les moyens des clubs français. Pour vous donner un exemple, il y a chez nous, il faut dire aussi qu'il y avait comme une exagération assez grande, puisque ces garçons étaient payés vraiment, c'est le cas de le dire, des queues de cerises pendant leur période d'aspirant ou pendant leur période de stagiaires. C'était des garçons qui n'avaient ou même pas peut-être le SMIC ou à peine le SMIC. Et venaient donc les clubs étrangers qui, eux,
proposer tout de suite la valeur de véritables contrats professionnels, qui parfois proposaient aux parents aussi du travail lorsqu'ils en étaient démunis, et qui proposaient, je dirais, des sommes importantes auxquelles il était difficile de résister. Les parents, en tout cas, très rapidement, ont su faire la part des choses et ont choisi l'exode. Ils ont choisi de partir. Cela a amené les clubs français à se repositionner, à repenser les textes, et il est arrivé à ce que nous avons appelé des contrats élites. Les contrats élites étaient des contrats qui étaient intermédiaires, qui n'étaient pas tout à fait des contrats professionnels, mais qui court-circuitaient les deux strates dont j'ai parlé, donc la strate aspirant et stagiaire, pour signer un contrat qui était assez proche d'un contrat professionnel. Mais cela n'a quand même pas suffi, puisqu'aujourd'hui encore, nous continuons en France à déplorer le départ de ce qu'on peut appeler les jeunes qui sont petits de qualité et qui vont à Chelsea et qui vont en Espagne ou qui vont parfois en Italie. Je pense que nous, pour contourner cette difficulté-là, à Marseille, moi j'avais suggéré une voie médiane. La voie médiane consistait non plus à faire un gros investissement sur la formation classique, non pas à acheter aussi des joueurs très chers sur le marché, puisque nous n'avions pas quand même les moyens de concurrencer les grosses cylindrées européennes. C'était d'axer notre travail, notre démarche un peu sur ce que j'ai appelé la post-formation, c'est-à-dire essayer de trouver des joueurs qui soient des joueurs quasiment formés ou en fin de formation, qui ne sont pas encore des joueurs confirmés, mais qui, en s'entraînant avec le groupe professionnel, devraient assez rapidement trouver leur marque et devenir de bons footballeurs professionnels. Pour ceux que le football intéresse et qui s'y comprennent techniquement, je citerai quelques exemples. C'est ainsi que nous avons été chercher un garçon comme Taïwo, que j'ai acheté à l'époque. Vous me passerez les expressions, mais c'est ce qu'il faut bien dire. Acheter, c'était le cas. Je l'avais acheté à 160 000 euros pour vous dire la progression qui a été la sienne. L'année dernière, juste avant de partir, Manchester City m'avait proposé 13 millions pour lui, 13 millions, alors que nous l'avions acheté 3 ou 4 ans avant à 160 000. Le petit Valbuena, je l'ai acheté à Libourne à 80 000 euros. Aujourd'hui, il vaut au moins, je dirais, 100 fois son prix, puisque je pense qu'il est plus proche de 8 millions d'euros que de 800 000. Il avait été acheté à 80 000 euros. C'est ainsi que nous avions été chercher Mandanda, le gardien, à 2 millions d'euros, qui doit valoir aujourd'hui 4 ou 5 fois son prix. C'est ainsi qu'aussi nous avons été chercher Caboret à Libourne pour 400 000 euros. Aujourd'hui, il ne doit pas être loin de valoir 10 fois son prix. Donc c'était une politique que nous avions mise en place, que j'avais en tout cas suggérée, histoire de contourner cette difficulté dans laquelle nous avait plongé l'arrêt Bosman, un arrêt qu'aujourd'hui, tant bien que mal, auquel on essaie de trouver des parades, sans toujours y arriver, mais cela montre que l'Europe a quand même là aussi amené un bouleversement dans le football du continent, puisque autant avant, si vous vous souvenez un peu, en 1993, la France a pu être championne, gagner la Champions League par l'OM, puisqu'à l'époque, si vous prenez cette équipe de l'Olympique de Marseille qui avait gagné, elle était quasiment constituée des plus grands joueurs français de l'époque. Il y avait là les Barthès, il y avait là les De Sailly, il y avait là les Basile Boli, et même certains grands joueurs venus de l'étranger. Parce qu'à l'époque, la loi était assez précise. Un club ne pouvait pas utiliser, quelque club européen que ce soit, ne pouvait pas utiliser plus de 3 joueurs étrangers dans son effectif, ou dans l'équipe de départ. Alors, ce qui veut dire qu'une équipe comme le Milan AC, qui était à l'époque une des grandes équipes européennes, cette équipe de Milan ne pouvait utiliser que 3 joueurs étrangers. Et elle avait ces 3 Hollandais, pour ceux qui s'en souviennent encore, il y avait Gullit, il y avait Van Basten, il y avait Rijkaard, qui étaient les 3 joueurs. C'est une équipe qui ne pouvait pas en ce moment-là acheter De Sailly, qui ne pouvait pas acheter Boli, qui ne pouvait pas acheter Barthès, parce qu'elle ne saurait pas où les mettre. Or, aujourd'hui, la loi européenne, pour répondre à la libre circulation que tout travailleur peut revendiquer en Europe,
La loi européenne permet à toutes les équipes, à tous les clubs d'avoir dans leurs effectifs le nombre de joueurs européens qu'ils veulent. Ce qui veut dire que, assez paradoxalement, on peut voir aujourd'hui une équipe anglaise jouer un match de Coupe d'Europe ou simplement un match de championnat anglais sans un seul joueur anglais. Sans un seul joueur anglais. Comme on peut voir une équipe italienne aussi. On l'a vu l'autre soir lorsque l'Inter a rencontré Barcelone. L'équipe que l'Inter a mise sur le terrain, il n'y avait pas un seul Italien. Le seul Italien qui devait rentrer est rentré, il a été chahuté, c'est Balotelli, d'origine ghanéenne. Bonsoir, Jacques Arlotto, professeur d'entrepreneuriat au Audencia. Actuellement, il y a un gros village avec un budget de gros village qui est second du championnat, donc il se débrouille très très bien. Et parmi les grosses pointures, en dehors de Marseille, ces grosses pointures sont tout derrière et certains commentateurs disent on court à la catastrophe parce que ni Lyon ni Bordeaux ne vont se retrouver européens ou encore moins en Ligue des Champions et que ça va être très difficile et ça ne va pas encourager l'attractivité du championnat, du futur championnat 2010-2011. Alors comment se fait-il que des clubs comme Montpellier, Auxerre, Lille, qui n'ont pas les moyens des grosses pointures, font beaucoup mieux, ont un meilleur rapport qualité-prix que des clubs dans lesquels on espère beaucoup et qui finalement, en dehors de Marseille, n'ont ramené aucun titre. Et on est toujours à un seul titre. De l'argent finalement qui a l'air plutôt mal utilisé d'un point de vue de retour sur investissement. Comment se fait-il qu'en France, on est toujours scotché sur un titre alors que les championnats, effectivement, toutes les autres grandes équipes, et même le Portugal, ont ramené beaucoup plus de titres que nous. Alors on a une qualité au niveau de la formation, mais au niveau de la continuité et des résultats, on n'a rien. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à changer ça? C'est vrai que c'est une forme d'humanisme pour beaucoup de voir aujourd'hui des clubs comme Auxerre, effectivement, damer le pion à ce qu'on peut appeler les gros cylindrés du championnat. Puisque que ce soit Lyon, que ce soit Bordeaux, que ce soit Paris, c'est autant de clubs qui sont derrière les petits poussés que sont Auxerre ou Montpellier. Comment expliquer ce phénomène? Mais moi, simplement, par la glorieuse incertitude du sport, c'est peut-être un peu court et un peu facile de dire ça, mais je dirais plutôt par un nivellement des valeurs qui caractérise aujourd'hui le championnat de France, qui fait que les valeurs se sont resserrées et il est incontestable que quand on considère les grands championnats internationaux, que ce soit en Angleterre, en Italie ou en Espagne, il y a dans ces pays-là généralement 2 ou 3 grands clubs qui larguent complètement les autres, complètement. Et ce sont des clubs de toute façon aussi qui sont en règle générale les clubs qui gagnent les grands trophées en Europe. Quand on considère le championnat français, la compétition en France, il y a des différences. Ici, de mon point de vue, les grosses cylindrées sont moins grosses que les autres cylindrées en Europe, mais le championnat de France est plus resserré. Et le ventre mou du championnat de France, ce qu'on peut appeler le ventre mou, c'est-à-dire la 10e place du championnat de France, me paraît plus forte que la 10e place du championnat italien, que la 10e place du championnat espagnol ou que la 10e place du championnat anglais. C'est mon sentiment, ou en tout cas au moins aussi forte. Cela veut dire qu'ici, il y a un resserrement des valeurs, forcément, qui n'a pas cours par ailleurs. Ça peut s'expliquer un tout petit peu comme ça. Mais moi, je suis de toute façon à l'aise pour parler de ces comment dire, je dirais, de cette différence parfois de moyens qui existe entre les grands clubs et les clubs moyens. J'ai été un de ceux qui se sont opposés à Jean-Michel Aulas lorsqu'il y a 1 an, 2 ans, il avait voulu, par un jeu dont il était coutumier, créer autour de lui une sorte de poule des grands clubs qui se partagerait, je dirais, l'essentiel du gâteau. Pourtant, il y allait totalement de l'intérêt de l'Olympique de Marseille de souscrire à cette démarche-là. Mais j'ai été un des seuls, et le seul d'ailleurs, qui a complètement déjoué ce plan-là, partant de l'idée que le football avait aussi, si le football avait besoin de Marseille, si le football avait besoin de Lyon, si le football avait besoin de Paris, ben, ce même football avait aussi besoin d'Auxerre, ce même football avait aussi besoin de Metz, ce même football avait aussi besoin de Montpellier.
et que sans ces clubs-là, il ne saurait y avoir véritablement de compétition. Et que si le football espagnol vaut par ces deux ogres que sont le Barça et le Real, ils ont besoin aussi de clubs de bien moindre envergure pour pouvoir exister. Donc, pour ma part, je ne me plains pas, comme peut-être le font aujourd'hui certains observateurs, comme vous dites, qui se plaignent que les grosses cylindrées ne soient pas en tête du championnat. Et je dis que on a beau mettre en place les agencements les mieux pour... on a beau fomenter tous les coups qu'on veut, la vérité du terrain, elle nous rattrape toujours. Et de ce point de vue-là, moi je me réjouis que des équipes comme Auxerre ou comme Montpellier soient aujourd'hui les clubs qui aussi sont là et font un peu la nique, je dirais, aux gros cylindrés. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais rebondir en fait sur la question qui est réellement posée ce soir, c'est-à-dire quel humanisme pour le football professionnel, et notamment sur l'argent qui est drainé par ce sport. Je pense surtout par exemple aux gros transferts, notamment Ronaldo transféré 92 millions d'euros. On a là des sommes qui sont quand même exorbitantes, et comment on peut... justement, est-ce que l'argent c'est pas une plaie pour le football, et est-ce que ça va pas finir par le tuer finalement? Parce que quand on voit aujourd'hui, finalement, les joueurs sont des marchandises et le football perd un peu justement de son humanisme par l'argent. Vous savez, moi, j'ai aussi ouvert un peu à l'analyse au football dans les années 70, en lisant à l'époque ce que faisaient les éditions J. Les éditions J, c'était principalement des publications du Parti communiste français. Et dans ces publications, il y avait le miroir du football, qui, à mon avis, reste probablement ce qui a été fait de mieux en matière d'analyse du football. C'est un journal qui, à l'époque, était dirigé par François Thébault, lequel, le premier, de mon point de vue, a pu intégrer le football dans ses multiples dimensions, culturelles, économiques, financières, sportives, tactiques, tout ce qu'on veut, médicales, diététiques. Là, l'analyse n'était pas sommaire, elle était profonde. Et à l'époque déjà, donc dans les années 60, fin 60, début des années 70, il était question d'argent qui tue le football. Il était question de football gangréné par l'argent. Il était question que le football ne survivrait pas très longtemps, en tout cas, à cette marchandisation dont les footballeurs, disait-on, étaient devenus l'objet. Il y a de cela quasiment 40 ans aujourd'hui. Et on est toujours là, dans ces mêmes analyses, dans ces mêmes questions. Cela veut donc dire qu'il faut essayer de changer peut-être, enfin, affiner la réflexion différemment, réfléchir autrement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent qu'il y a dans le football, ce n'est pas de l'argent, je dirais, tiré d'une activité qui serait illicite. C'est de l'argent qu'apportent en tout cas les télévisions. C'est de l'argent qu'apportent des sponsors. C'est de l'argent que les gens veulent bien aller apporter au club en s'abonnant annuellement ou en payant leur ticket, en acquittant des tickets pour aller au stade. Cet argent-là existe. Il y a des acteurs qui sont là et qui sont, je dirais, les principaux protagonistes du jeu. Et parmi eux, il y a effectivement des stades, des niveaux. Zidane était Zidane, comme était dans les années bien avant, Pelé était le plus grand au monde. Maradona a été un génie du football. Je me souviens que Maradona, à l'époque, lorsqu'il avait été acheté par le Barça, quittant Naples pour aller au Barça, et qu'il a été acheté à 70 millions de francs, moi je me souviendrai toujours, je me demandais comment une telle somme d'argent pouvait être acquittée pour engager un joueur. 70 millions de francs, je ne sais pas trop combien ça vaut aujourd'hui en euros, mais ça doit faire, en euros, ça doit faire 10 millions, 12 millions d'euros, je pense, grosso modo, si vous faites les comptes. C'est quoi 12 millions d'euros aujourd'hui? C'est le prix d'un joueur simplement bon. Je ne dis pas supérieur, mais simplement bon. Aujourd'hui, on en est, c'est vrai, vous l'avez cité tout à l'heure,
a acheté Ronaldo, le Real a acheté Ronaldo à Manchester à 94 millions d'euros. Donc on est très loin de ces chiffres-là. À un moment donné, de toute façon, l'argent généré, de mon point de vue, doit naturellement revenir aux acteurs du jeu. C'est quelque chose de logique. Je pense que l'écrivain qui a battu tous les records, qui a fait un best-seller, l'argent lui revient. L'acteur qui a fait un film qui a battu tous les records, l'argent lui revient. À lui, au réalisateur. Donc pourquoi accorder aux autres ce qu'on leur accorde et le refuser au football? Je crois qu'il y a là quelque chose qui ne me paraît pas tout à fait normal. Ce n'est pas parce que le football est l'activité aujourd'hui la plus visible, la plus médiatisée, qu'il faille effectivement aussi que ça joue contre lui. Ce qui n'est par contre pas logique, c'est d'allouer des sommes importantes à des footballeurs, ou en tout cas de les dépenser si on n'en a pas les moyens. Et de ce point de vue-là, ici en France, des efforts ont été faits pour que les clubs ne dépensent que l'argent dont ils disposent. D'où la création de cette institution qui s'appelle la DNCG, la Direction nationale de contrôle et de gestion, laquelle est là pour, avant chaque début de compétition, vérifier que les clubs sont en mesure de respecter les budgets qu'ils ont mis en place. Ces budgets incluent effectivement les salaires des joueurs et toutes les dépenses inhérentes à un bon fonctionnement. Il n'est pas rare que la DNCG, quand le budget présenté ne lui paraissait pas cohérent ou conforme en tout cas à ce qu'il devrait être, interdise aux clubs qui présentent donc ces budgets ou de recruter, ou même parfois la DNCG peut arriver jusqu'à les rétrograder en division inférieure. Cela existe en France et c'est quelque chose quand même qui est salutaire. Cela nous a amené à cette situation en France qu'il n'y a pas un seul club professionnel qui ne paye pas ses joueurs comme ça se voit dans d'autres pays. Il y a des pays aujourd'hui où certains joueurs ne sont quand même pas payés, il faut le savoir. En Espagne, en Italie, même en Angleterre, avec Portsmouth, qui vient de déclarer faillite. Bon. C'est d'ailleurs cette sorte d'institution que Michel Platini voudrait élargir à l'ensemble de l'Europe. Ce qu'il a appelé le fair play financier. Puisque ce qu'il faut savoir, et c'est quand même une sorte de déloyauté, une sorte effectivement de concurrence déloyale, que nous, en France, nous sommes soumis à donc l'arbitrage de ces gendarmes qui a été mis en place par la Ligue et que ne le sont pas nos concurrents européens. Cela amène à ces situations assez ubuesques que face à un joueur, à un même joueur argentin ou uruguayen que je voudrais prendre à Marseille, je peux être en mesure de ne pas pouvoir le prendre puisque de toute façon l'homologation de son contrat devra être soumise à l'appréciation de la DNCG, alors que le concurrent espagnol, italien ou anglais n'a pas besoin de ça. Il peut donc, ce concurrent-là, proposer à ce joueur que je souhaiterais prendre un salaire infiniment plus important que moi, celui que je propose, sans que rien ne vienne le contrarier. Donc je pense que cela doit amener à une certaine forme de réflexion, sauf qu'aujourd'hui, il y a effectivement l'Europe et ces lois qui ne permettent pas tout, mais ici, en France, admettons et reconnaissons que les joueurs, les salaires qu'ils touchent, ils n'ont pas mis de couteau sous la gorge de qui que ce soit parce qu'on leur a donné, quand on leur donne ces salaires, ils doivent le mériter, je dis bien ils doivent le mériter, mais rien n'est plus relatif et fragile que l'établissement de la valeur d'un joueur. Je suis bien placé pour le savoir. De temps en temps, on prend un joueur sur lequel on mise le maximum d'argent et c'est ce joueur-là qui peut nous décevoir et celui sur lequel on n'avait pas beaucoup misé, c'est peut-être celui qui nous fera la belle saison. Cela m'a amené souvent, lorsque certains joueurs venaient me voir en me disant « oui, je suis meilleur que l'autre et je suis moins bien traité », à essayer de répondre aux garçons que je n'ai jamais recherché l'égalité en tant que dirigeant, puisque l'égalité n'existe pas, ça nous amène vers une certaine forme d'égalitarisme. On sait ce que ça a pu donner dans certains pays qui avaient élevé ces notions en culte, mais moi, ce qui m'importe et ce qui m'a toujours intéressé, c'était de respecter une certaine forme d'éthique, voilà, une certaine équité. C'est vrai que l'équité, ce n'est pas tout à fait pareil que l'égalité.
Quand on a respecté une certaine forme d'équité, c'était de considérer effectivement à certains moments la valeur qu'on pouvait donner à chaque joueur et de le rétribuer en fonction de ça. Donc oui, on doit aujourd'hui accepter l'idée que l'argent que le football génère et brasse doit revenir à ses principaux acteurs, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de l'équité, il ne faut pas que ça se fasse aussi au détriment des règles élémentaires de l'économie. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Ma question concerne le racisme dans le football, particulièrement en Italie, où étant donné que c'est un pays de football où le football est roi, l'équipe nationale ne parvient pas à intégrer le fait qu'un joueur comme Mario Balotelli, d'origine ghanéenne, puisse avoir sa place dans l'équipe. Et il y a même des journaux italiens réputés qui ont, dans leur quotidien, énoncé qu'un Italien ne peut pas être noir. Est-ce que la Commission internationale du football ne peut pas sanctionner ce genre de comportement qui dégrade l'image que le spectateur lambda a du football? C'est vrai que le racisme est un de ces fléaux aujourd'hui qui gangrènent le football. Ce n'est pas seulement en Italie. Le mal a été et existe aujourd'hui aussi dans les stades espagnols et il existe ici ou là dans certains pays de l'Est notamment. J'y ai vu des scènes qui étaient absolument abominables, où il était fait carrément appel à des signes nazis par des supporters et surtout ces mêmes supporters-là avaient parfois des actes obscènes en direction des joueurs qui ne ressemblaient pas à ce qui était pour eux la norme ethnique. C'est vrai que c'est une chose que je regrette personnellement et vivement, et c'est vrai qu'il faudrait pour ce faire que les institutions arrivent à trouver des parades contre ça. Aujourd'hui, les seules sanctions qui existent me paraissent dérisoires. Demander à un club de payer après un acte de racisme caractérisé, constaté de la part de son public envers un joueur, que ce soit un joueur de son équipe ou même de l'équipe adverse, ce qui est très souvent le cas, et condamner ce club-là à payer une somme alentour de 30 000 €, c'est, je crois, ne pas du tout prendre le problème par le bon bout. C'est le retarder, c'est faire semblant. Les sanctions, de mon point de vue, devraient être beaucoup plus radicales, beaucoup plus dures. Et j'en ai parlé avec Michel Platini il n'y a pas très longtemps, et mon sentiment est partagé par lui. Pour arriver à éradiquer complètement ce mal des stades, je crois qu'il faudrait des décisions, je l'ai dit tout à l'heure, radicales, du type d'exclure momentanément, ou en tout cas de manière bien déterminée, un club d'une compétition. C'est, oui, peut-être frapper financièrement, mais pas par des sommes aussi dérisoires. C'est arriver à toucher véritablement là, le portefeuille, là où ça peut faire mal, par des sommes importantes qui peuvent effectivement engager l'avenir économique du club en question. C'est aussi arriver, comme en Angleterre, à sécuriser totalement les stades, puisqu'il faut savoir qu'en Angleterre, berceau pourtant, dit-on, du hooliganisme, aujourd'hui en Angleterre, c'est vrai que dans les stades, il y a une sorte de consensus, une sorte de paix qu'on ne voit nulle part ailleurs. Ce qui explique d'ailleurs la constitution des stades anglais qui sont très proches des joueurs. Il n'y a qu'en Angleterre où on peut voir ce côté-là, ce côté, je dirais, très convivial, ce côté très trivial du football, parce que là-bas, il y a d'abord une surveillance accrue sur le plan technique, sur le plan humain, puisque dans les stades et dans les gradins, il y a souvent ce qu'on appelle des agents de sécurité qui sont prompts à réagir au moindre petit débordement verbal ou physique. Il y a aussi une installation électronique qui permet de localiser les gens violents ou les gens qui se risqueraient à des débordements inacceptables. Donc je crois que l'exemple anglais est là pour montrer qu'on peut quand même éradiquer ce genre de violence des stades, mais il y a encore beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là. Mais tant que des décisions radicales ne seront pas prises,
c'est vrai qu'on aura encore à déplorer ce genre de fléau. Moi j'ai une question, juste ici, juste là. Ah, d'accord. En fait, c'est pour revenir à une question précédente. En fait, quand le monsieur tout à l'heure parlait de la qualité, enfin du classement aujourd'hui de Montpellier, Auxerre, et quand vous avez répondu avec qu'il y ait une certaine équité donc, dans le football français par rapport à d'autres footballs européens, par exemple avec les droits télé qui sont donnés pour la Ligue 1 et la Ligue 2, qui sont bien reversés à tous les clubs, etc. Il y a une équité donc, en France entre les différents clubs. Mais donc cette marge qu'il y a entre le championnat français et les autres championnats européens, comment essayer de venir à bout de ces différences, sachant que la coupe la plus prestigieuse, c'est la Ligue des champions européenne. Est-ce que, vous avez un petit peu répondu après en parlant de Michel Platini, est-ce qu'il y a des mesures qui vont être prises pour ça réellement? Donc d'abord dans un premier temps, et ensuite tous les clubs qui sont financés comme Manchester City ou même Chelsea ou le Real de Madrid par des grandes fortunes et qui peuvent donc dépenser plus que de raison. Est-ce qu'il faut essayer de combattre ça ou est-ce que finalement c'est légal donc il n'y a rien à faire ou j'aimerais avoir votre avis. C'est légal. On ne peut pas combattre quelqu'un si j'ai 1 milliard d'euros à mettre sur un club, personne ne peut me l'empêcher dès lors que l'argent a été légalement acquis. Personne ne peut m'interdire ça. Peut-être que moralement, ça peut être, on peut le réprouver, mais quelque part, on ne peut pas interdire à ceux qui ont beaucoup d'argent d'investir de leur argent dans un club. Non. Je crois que ce n'est pas seulement à ce niveau-là que la différence s'est faite. Il faut savoir d'abord quelque chose, c'est que nous, en France, ici, les droits de télé s'élèvent à environ 660 millions d'euros. Et que ces mêmes droits de télé, en Angleterre, ils s'élèvent à peu près à 4 fois plus. C'est autour de 2 milliards 400 millions, je crois. C'est ce que la télévision reverse au football anglais. Donc il y a déjà une énorme différence. Les tarifs sont largement différents et infiniment plus chers, notamment en Angleterre qu'en France. L'année où Didier Drogba est parti de Marseille, et qu'on nous l'ait amèrement reproché. Sous forme de boutade, j'ai parlé avec les associations de supporters et je leur ai dit, vous savez les gars, si vous le vouliez, on pouvait tout à fait garder Didier Drogba. Il suffirait simplement que nous élevions les prix des abonnements ici chez nous à Marseille au même niveau qu'à Chelsea. En les élevant au même niveau, on gagnait exactement le prix acheté le prix que Chelsea a mis pour acheter Didier Drogba. 35 millions d'euros de différence. En pratiquant les mêmes prix d'abonnement qu'à Chelsea, l'OM gagnerait 35 millions d'euros de plus chaque année. Donc cette différence, elle est énorme sur la tarification, sur les billets. Plus, je l'ai dit donc, la différence qui existe sur les droits télé. Ensuite, il y a les sponsors. On sait, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que les Anglais, à l'extérieur, ils arrivent à vendre leurs produits infiniment plus cher que nous. Les Anglais reçoivent de l'extérieur quasiment l'équivalent de ce que nous, on reçoit ici, par les télévisions. En Asie, ailleurs, ils arrivent à peu près à récolter plus de 600 millions qu'ils viennent ajouter donc à la somme déjà touchée par les chaînes de télévision. Donc, le combat est très largement inégal avec les clubs anglais. Maintenant, il faut voir un peu, de la même manière, effectivement, que les sommes ne sont pas comparables, elles ne sont comparables en rien. Dans le traitement des joueurs aussi. C'est vrai qu'un joueur qui est payé ici à 100 000 ou 150 000 euros, quand il est désiré par un club anglais, le club anglais va lui donner 3 ou 4 fois plus le salaire. Donc ça veut dire que là-bas aussi les dépenses sont très hautes. C'est pourquoi je reste très curieux, je reste attentif à l'évolution du football anglais pour savoir aussi comment les choses vont évoluer, comment ça va se passer. Souvenez-vous, il y a une vingtaine d'années, c'était le football italien qui était à son apogée. C'est le football italien qui économiquement était infiniment beaucoup plus fort. Aujourd'hui, le football italien, à quelques clubs près,
est plus proche de la banqueroute que, je dirais, d'une évolution. Alors donc, de ce point de vue-là, il y a des cycles. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est le football anglais qui apparaît comme étant le football le plus riche de loin en Europe, qu'il est dans les faits. Il faudra voir un peu ce que le football anglais va faire de cette richesse. Bonjour Monsieur Papadiouf. Bonjour. Déjà, je voulais vous féliciter pour les 5 années passées à l'Olympique de Marseille. Je suis un fervent supporter, bien évidemment. J'ai été déçu de ne pas vous voir à la finale de la Coupe de la Ligue brandir la coupe, bien évidemment avec tous les joueurs. Merci. Et si le championnat était pris, bien sûr, on le regretterait également. De ne pas vous voir, en tout cas. Parce que c'est quand même grâce à ce monsieur que l'OM, après 5 ans, en est arrivé à ce niveau. Parce que l'équipe n'a cessé de prendre une meilleure position dans le championnat, grâce à vos efforts. Et à votre charisme, je dirais. Merci. En ayant cité Jean-Michel Aulas tout à l'heure. Voilà, je voulais revenir sur le caractère de l'humanisme. Tout à l'heure, on parlait de Balotelli, qui est lui enfant adopté par une famille italienne, et donc d'origine ghanéenne, qui connaît un problème avec la sélection nationale, dont une personne avait dit que tant que je serai vivant, il n'aura pas de noir dans l'équipe nationale d'Italie. Certes, c'est regrettable comme propos, mais aussi par rapport à un cas précis qui est le vôtre aussi. Celui du président d'un club européen et le seul président noir, pour ne pas choquer certains, je dirais africain, ou arabe. Donc c'est un constat qui est quand même assez dur à avaler. Je voulais savoir déjà, parce que là on ne parle pas de supporters, on parle quand même d'une certaine hiérarchie, quand même d'une certaine... on parle de dirigeants, de gens très bien placés, qui n'ont pas fait de centre de formation à 15 ans pour ne pas avoir une certaine intelligence sur ce genre d'attitude. Donc déjà par rapport à ce cas-là, puis comme vous êtes d'origine africaine, je voudrais aussi vous parler de la Coupe du Monde, comment vous voyez cette organisation. Est-ce que vous avez bon espoir par rapport à l'organisation de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, malgré l'événement qu'on a pu voir à Cabinda lors de la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations, tout à fait. Voilà, ces 2 questions en fait à aborder. D'abord, je vous remercie pour les bons mots que vous avez à mon endroit. C'est très sympathique. Je les apprécie comme tels. Ensuite, pour répondre plus directement à vos propos et questions. Vous savez, lorsque on m'avait demandé de définir ma position comme seul président noir dans le football européen, j'ai répondu que j'étais effectivement une anomalie. Anomalie sympathique, mais une anomalie. Et je persiste à le penser. À mon départ aujourd'hui, effectivement, j'étais le seul. Il n'y en a pas d'autres. Mais à cela, quand je me suis défini comme une anomalie, je viens maintenant parler d'une autre anomalie, qui est effectivement cette absence de joueurs de noirs ou d'arabes à la tête des institutions du football. Quand on considère les effectifs qui sont constitués, quand on considère effectivement les principaux acteurs du jeu aujourd'hui, il y a beaucoup de noirs en proportion et d'arabes. Beaucoup, beaucoup. Et croyez-moi, ils ont, autant que d'autres, cette capacité de suggestion, cette capacité de réflexion, cette capacité, cette intelligence aussi qui pourrait tout à fait les porter demain à la tête des lieux de décision. Cela ne se fait pas, alors qu'on les prend comme footballeurs. Et les prendre comme footballeurs, ce n'est pas difficile. On ne va pas s'auto-pénaliser en tant que club. Parce qu'en tant que club, si on ne prend pas Zidane, quand on ne prend pas De Sailly, quand on ne prend pas Thuram, la sanction est immédiate. Ceux qui prennent ces joueurs-là vont être champions. Et vous ne le serez pas. Donc il faut les prendre. Par contre, lorsqu'il s'agit effectivement maintenant de doter ces structures-là, ces clubs-là, de dirigeants, c'est infiniment plus subtil. C'est vrai que là, la subtilité peut amener effectivement à préférer prendre un joueur qui répond à des normes, comme dirait Longuet, un peu plus, comment il avait dit l'expression, je ne l'ai plus, mais bon, disons à une tradition. On prendra un dirigeant plus traditionnel, quoi, aux valeurs françaises, qu'un De Sailly ou qu'un Laman, ou que... Bon, c'est moins visible. On ne le voit pas là. Par contre, c'est vite visible et c'est tout de suite... on paye tout de suite rubis sur ongle le fait de ne pas prendre Zidane, de ne pas prendre De Sailly. C'est les meilleurs. On ne peut pas les contourner en tant que footballeur, mais on peut les contourner
en tant que dirigeant. Mais c'est en fin de compte, là aussi, je ne vais pas charger le football plus qu'il ne faudrait. Comme je l'ai dit en préambule, c'est à l'image de la société française. Ou à l'image de la société européenne, si on veut étendre un peu la réflexion. Y a-t-il aujourd'hui des dirigeants noirs ou arabes visibles à la tête des entreprises du CAC 40? Y a-t-il des noirs ou des arabes qui sont chefs d'état-major de l'armée française? Y a-t-il des noirs ou des arabes qui soient ministres d'un gouvernement à un poste régalien sans qu'il ne soit question de saupoudrage? Voilà la réalité. C'est la réalité de la société française. Donc, je dis une fois encore ce que j'ai dit en préambule, on ne peut pas prendre le football, l'extraire d'une globalité et dire le football doit être exemplaire en cela. Le football n'est que la réalité. Alors, c'est là où l'avènement planétaire d'un Obama a eu quand même quelque importance. Parce que ça peut amener certains à dire quand même, si un noir peut être le président de la première puissance du monde, un noir doit pouvoir être président d'un club. C'est ainsi que peut-être ça m'a un peu renforcé à l'époque. Et que ça peut effectivement demain aussi renforcer d'autres à prendre des noirs là où ils le méritent. Et j'ai dit, de ce point de vue-là, une chose. C'est que moi je suis contre le communautarisme. Je suis contre cette idée de dire il faut des quotas. Moi je ne suis pas pour ce genre de démarche-là. Et en parlant de noirs ou d'arabes, je voulais simplement parler là de minorité. Je suis loin du paraître, mais plutôt de l'être. Je suis plutôt pour l'être, pour ce que les gens sont, fondamentalement. Et je ne suis pas pour une sorte de division en disant qu'à la télévision, il faut un certain nombre de noirs, il faut un certain nombre d'arabes, parce que... non, il faut simplement respecter la compétence, respecter de la même manière qu'on respecte la compétence et le talent dans le recrutement des footballeurs, parce qu'on parle de football dans les équipes, on les prend parce que c'est les meilleurs à un moment donné. Il faut simplement respecter cette notion-là lorsqu'il s'agit aussi, à la tête de certaines institutions, de placer des hommes. Les féministes l'avaient dit à leur manière, et moi je le dis aujourd'hui à ma manière. Véritablement, il n'y aura de progrès dans ce domaine-là que le jour où, à des postes très importants, on verra aussi des Noirs ou des Arabes incompétents. Pour revenir sur ce sujet, pensez pas que le football, finalement, ternit l'image du noir en France? Pour donner exemple, Harry Rosenbach s'est fait reconnaître par une vieille dame pour un joueur de foot, pensant que c'était un joueur de foot. Ou la dernière fois, j'entendais une personne dire « Ah tiens, un black dans une voiture, ça doit être un joueur de foot de l'équipe de Nantes ». Pensez pas que le football, à contrario, puisse amener cette image sur le black en France? Écoutez, moi j'ai lu un article dans un grand quotidien qui fait référence en France et qui parlait un peu qui a posé la question, d'abord dans une sorte de réclame avant, pourquoi y a-t-il autant de Noirs en équipe de France? C'est dans un grand quotidien de référence. Quand j'ai lu le papier, je dois dire avoir été assez retourné. J'ai d'ailleurs réagi à cet article, mais ma réaction a dû certainement gêner et n'a pas trouvé de place dans ce quotidien-là. Je pense que la question, la poser, c'est déjà poser un problème qui n'existe pas. Se poser la question, c'est déjà se poser... ou alors, posons une autre question. Au lieu de demander pourquoi il y a autant de Noirs en équipe de France, posons question philosophique pour question philosophique, demandons-nous pourquoi il n'y a pas autant de Noirs à la tête des entreprises du CAC 40. Pourquoi il n'y a pas autant de Noirs à la tête alors qu'ils sont là assez nombreux, pourquoi ils ne seraient pas là aussi nombreux? Moi, je crois que c'est comme ça qu'il faut voir le problème. C'est comme ça qu'il faut voir le problème. Le problème est que il y a moi, je suis toujours mal à l'aise quand il faut parler, je dirais, de ces problèmes de minorité, puisque
Quand on est minoritaire quelque part, c'est vrai que, d'autant quand on est noir, c'est plus visible. Les Italiens, quand ils sont venus, ils ont pu, je dirais, s'adapter, ils ont pu complètement vivre avec la société française et devenir français en s'intégrant totalement et admirablement. Pour le noir, on verra toujours la couleur de sa peau. C'est vrai. Cela amènera toujours les gens à parler de l'homme de couleur. Toujours. Mais moi, vous savez, je ne suis un homme de couleur qu'ici. Si on va à Dakar, je ne le suis plus. C'est quelqu'un d'autre, c'est un blanc qui va être l'homme de couleur. C'est comme l'exotisme. Celui qui vient à Dakar et qui va au marché Sandaga, il va parler des bruits, des couleurs, des odeurs. Il va parler d'exotisme avec juste raison. Mais ce qui est exotique pour lui ne l'est pas pour moi. Moi, l'exotisme commence à Pralou quand je vois des gens descendre avec des espèces de petites machines sur la neige. C'est là où commence l'exotisme pour moi. Ce qui veut dire qu'on est toujours l'exotique de quelqu'un et on est toujours l'homme de couleur de quelqu'un. C'est pourquoi ces questions-là, moi j'aime toujours de les évoquer parce que selon comment on veut les traiter, on peut toujours les voir, je dirais, de manière très oblique. Très oblique. Alors bon, aujourd'hui c'est vrai que quand un noir, vous l'avez dit, est dans une belle voiture, on a tendance à penser, est-ce que c'est pas d'abord est-ce que c'est pas un voleur? Si ce n'est pas un voleur, est-ce que ce n'est pas un sportif? C'est vrai. Peut-être que les choses vont changer. Bonjour. Oui. Ici. Ok. Alors moi j'aurais une question, c'est une question qui reste d'actualité et qui l'est depuis déjà quelques années. Donc ce serait au niveau de l'arbitrage vidéo dans le football. Est-ce que vous êtes partisan, comme ceux qui pensent que l'arbitrage dans le football doit être comment dire, une continuité, comme justement dans cette société qui voit l'avènement de nouvelles technologies sans arrêt. Et donc pourquoi l'arbitrage vidéo, justement, comme suivrait justement cette mouvance de la société, pourquoi ne pas l'accepter? Ou au contraire, vu qu'on parle d'humanisme, est-ce que l'arbitrage vidéo ne va pas déshumaniser encore plus ce sport? Quel point de vue vous avez vraiment sur cette question? Mon point de vue est la deuxième proposition que vous faites. Moi, je ne suis pas pour l'arbitrage vidéo. En cela, je ne suis pas moderne. Puisque les tenants de cette thèse argumentent en disant qu'il serait anormal que le football aujourd'hui ne tire pas parti de la technologie. Qu'au vu des enjeux importants dont il est question, il serait légitime ou normal de réduire au strict minimum la part d'erreur possible que sécrète le jeu. Or, si on veut reprendre le football, l'histoire du football, donc lancée au début du siècle dernier, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, cette histoire du football, cette légende du football, s'est également nourrie des grandes erreurs d'arbitrage parfois. Pas seulement des faits d'armes de très grands joueurs, mais aussi de certaines erreurs d'arbitrage. Ceux qui ont en tête l'histoire de la Coupe du Monde, ou en tout cas ceux qui ont eu l'opportunité de voir ces images-là, savent qu'en 1966 en Angleterre, lors de la finale Allemagne contre Angleterre, il y a aujourd'hui encore une discussion qui a lieu de savoir est-ce que le troisième but anglais était valable ou pas, est-ce qu'il était rentré ou pas. On n'a pas encore tranché la réponse, avec vidéo ou sans vidéo. Parce qu'on a vu les images, on les a vues et revues, mais personne ne peut savoir si le ballon de Hurst, Geoffrey Hurst, qui avait marqué 3 buts dans cette finale-là, est-ce que son but était valable ou pas. Ça reste une histoire de celles qui alimentent et nourrissent cette légende du football. On a beau dire ce qu'on veut de lui, mais sa fameuse main en 86 au Mexique a aussi nourri la légende de Maradona, la main de Dieu. On l'a appelé comme ça, il l'a appelé comme ça. Et les commentateurs ont trouvé dans ce vocable quelque chose de joli. Et aujourd'hui encore, on parle de la main de Dieu, hein, de ce ballon, pour ceux qui ne sont peut-être pas très initiés du football, de ce ballon marqué par Maradona en boxant, en se levant, faisant semblant de jouer de la tête, mais c'est de la main, c'est du poing qu'il a marqué. Aujourd'hui encore, on parle de la main de Dieu. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que le football est ainsi fait, qu'il ne faille pas le déshumaniser un peu plus. Cela dit, on doit pouvoir améliorer l'arbitrage. Jusqu'ici, vous connaissez, c'est l'International Board, une sorte de, comment dire, d'association de vieux monsieur
c'est eux qui donnent le droit ou pas de changer les lois du football. Ils sont très conservateurs, très très conservateurs. Ils sont pour la plupart tous britanniques et croyez-moi qu'ils ne changent rien. Ils ne veulent rien changer, mais à part, je dirais, bon, aujourd'hui, cette passe en retrait qu'on ne peut plus faire au gardien, que quand il prend le ballon, il y a faute, il n'y a pas eu de loi fondamentalement changée dans le football. Par contre, pour améliorer l'arbitrage, au vu des enjeux dont il est question, je suis, moi, assez partisan pour que, aux 3 arbitres existants, on ajoute 2 autres, comme on a essayé de le tenter dans l'Europa de cette année, 2 autres qui seront situés de part et d'autre du terrain, c'est-à-dire derrière les buts, pour que cette zone névralgique, cette zone où se passe généralement bien des choses, que cette zone soit mieux surveillée. Là, je suis d'accord pour ça. Mais la vidéo, de toute façon, outre qu'elle ne tranchera pas tout le temps, on l'a vu récemment encore sur des actions où il a été question de voir, de revoir et de revoir les ralentis, sans jamais que la question ne fût tranchée. Je pense que c'est aussi, vous l'avez vous-même dit le mot, c'est un peu déshumanisé, un jeu qui demande à rester quand même quelque part ce qu'il était. J'aurais justement une autre question pour rebondir sur l'arbitrage. On aime dire en France qu'on a c'est encore moi, qu'on a sûrement les plus mauvais arbitres en Europe. D'ailleurs, comme en témoigne, on n'a qu'un arbitre qui va aller à la Coupe du Monde, et encore, on n'est même pas sûr qu'il y aille. Justement, vous parliez des centres de formation. Est-ce qu'il n'y a pas une éducation aussi à faire dans ces centres de formation vis-à-vis des arbitres et de la considération qu'on a des arbitres? On aime dire à chaque fin de match, on entend l'entraîneur, on entend les joueurs dire à chaque fois c'est la faute de l'arbitre. Tous les faits de jeu, à chaque fois on aime dire justement c'est la faute de l'arbitre. Et donc justement, les arbitres ne sont-ils pas humains justement? Et pourquoi toujours sans arrêt critiquer justement les décisions arbitrales? Donc oui, je pense qu'il y a aussi en amont un travail à faire à ce niveau-là. Oui, je pense que c'est une éducation. Mais c'est ainsi qu'en France, je pense que le fait qu'il n'y ait pas d'arbitre français aujourd'hui dans les grandes compétitions, ou qu'on pense que les arbitres français sont devenus moins bons, très honnêtement, je pense que c'est simplement une question de temps. C'est un cycle. Moi, j'ai connu une époque où les Français comptaient parmi les meilleurs arbitres du monde. Du temps de Quignou, de Vautreau, de Wurtz, c'était quand même parmi les meilleurs arbitres du monde. Et même un peu plus loin encore. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe aujourd'hui que ce qui devrait commencer par faire cette éducation dont vous parlez, éduquer un peu plus le public, ou en tout cas l'informer. C'est vrai que dans le mot éducation, il y a toujours une sorte de... Ça peut gêner, ça peut gêner de dire on éduque, mais je pense que si les journalistes faisaient leur rôle d'informateur le plus complètement et le plus correctement possible, déjà, il y aurait un peu moins de problèmes. Prenez les journalistes, les premiers qui s'enthousiasment, qui se scandalisent, qui crient, qui piaffent. Quand on les entend rendre compte, par devoir professionnel, des matchs à la télévision, c'est les premiers qui crient « haro » sur l'arbitre, mais de manière parfois virulente. 30 secondes ou même pas 15 secondes après le ralenti, « ah tiens, on s'était trompé, l'arbitre avait raison ». Alors imaginez un peu, c'est les premiers qui crient, et c'est quand même, ils se trompent. Alors tout le monde peut se tromper, sauf qu'aujourd'hui, l'erreur de l'arbitre, malheureusement, est vue, revue et revue, parce qu'il y a les ralentis, et même il y a maintenant les super ralentis. Ça existe maintenant. Moi, j'ai découvert que cette année, il y avait les super ralentis de Canal+. Avant, il y avait les ralentis. Maintenant, il y a les super ralentis. Ça va encore beaucoup plus lentement. Ça dissèque encore l'erreur. Ça lui donne encore ça donne à l'erreur, je dirais, une image encore plus effrayante. Étonnez-vous après que, effectivement, les gens se mettent à brailler, se mettent à... Aujourd'hui, vous regardez un match de football, un entraîneur peut être lésé d'un penalty, dans un sens ou dans un autre. D'entrée, il ne sait pas trop. Quand on l'interroge, ah, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait faute ou il n'y avait pas faute? Et dès qu'on lui dit, mais si on a regardé l'image, il y avait faute, il change la tonalité change. Mais d'interrogateur qu'il était, il devient un accusateur. Et parfois un accusateur virulent. Alors comment voulez-vous que le public qui suit
ben, ne continue pas à suivre jusqu'à la virulence, jusqu'à la violence. Oui, j'ai une question ici. La Coupe du Monde approchant, l'équipe de France se retrouve aujourd'hui avec un sélectionneur qui est des plus critiqués. Que pensez-vous de cette chasse à l'homme qui est menée contre M. Domenech, qui depuis 6 ans est maintenu à son poste et à qui on renouvelle sa confiance tous les jours, mais qui, on va dire, ne réunit presque personne autour de son équipe? Ben, vous avez parlé de chasse à l'homme. Dès lors qu'il y a une chasse à l'homme, c'est que c'est critiquable. Moi, j'avais parlé de chasse à courre sur une chaîne de télévision, lorsqu'on m'avait interrogé, lorsqu'il s'était agi de prendre position sur ce que je pensais de Domenech. Oui, c'est ce que je pense aujourd'hui encore. Je pense simplement que... Alors, on dira toujours, oui, mais Domenech, malgré tout, il ne fait rien pour changer la donne, il est trop provocateur, il a des réactions, il a des attitudes. C'est vrai, mais cela explique à peine cette chasse à courre, mais rien ne la justifie. Et je continue à penser ça. Je pense que Domenech, il est celui qu'il est, on le connaissait comme ça, Domenech a toujours été comme ça. Ceux qui ont suivi le football depuis des lustres connaissent Domenech. Domenech a joué une finale de Coupe de France dans les années 70. Il devait aller passer le bac, il ne s'est pas réveillé. Déjà, sa légende était née. Hein. Bon, Domenech a toujours été Domenech. Voilà. Pourquoi aujourd'hui faut-il s'étonner subitement et lui faire porter, je dirais, tous les maux du monde? Vous savez, moi, je me méfie toujours de ces jugements définitifs et de ces jugements globaux. Et parfois, je me mets à rêver un peu et à penser différemment. À la fin de l'Euro et de l'échec de l'équipe de France, on va venir un peu on va mettre un peu d'humanisme dans ce que nous disons. À la fin de l'Euro et de l'échec de l'équipe de France, voilà Domenech, gaillardement, qui prend le micro et qui dit « Estelle, est-ce que... » Bon, on connaît l'histoire. Et tout de suite, on lui est tombé dessus. Supposons que le premier journaliste qui a parlé ce soir-là, qu'il fût une voix respectée, en tout cas une voix qui porte, et qui ait dit « Ah, au moins, c'est vrai que Domenech aujourd'hui nous donne une leçon et nous montre qu'il n'y a pas que le football qui compte. Le fait de demander la main de son épouse, enfin de sa compagne, comme ça, ça arrive à relativiser tout. » Comme en France, le réflexe moutonnier y a toujours cours, peut-être que la plupart des commentateurs auraient suivi et auraient dit « Finalement, Domenech, ce qu'il a fait, c'est bien. » Sauf que le premier qui a commenté, il l'a cassé. Voilà. Je ne sais jamais ce que ça aurait donné. Il y aurait peut-être eu 2 ou 3 quand même qui disaient « Ah non, on n'est quand même pas d'accord. » Mais rien ne dit que si le premier qui a commenté avait dit ce que je viens de dire, les autres n'auraient pas suivi. Voilà, sur ce point. Bonsoir, Président. Oui, bonsoir. C'est où? Ah. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez sur les dirigeants du foot, du monde du foot en général. Enfin, moi, je pense que ce sont des gens qui ne connaissent pas le foot, qui ne sont seulement attirés par l'argent. Et je pense notamment à Jean-Claude Dacier, à Jean-Michel Aulas, qui se considère comme être le nabab du foot français. Et franchement, ça me dérange profondément. Et par rapport à vous, je trouve que vous êtes vraiment différent. Enfin, que déjà, vous savez ce que c'est le football. Et que d'autre part, vous considérez les joueurs comme vos enfants. Enfin, je trouve que vous êtes un peu... quand vous étiez à l'OM, vous étiez un peu comme un père de famille. Et voilà, comment considérez-vous par rapport à ces gens-là? C'est toujours très difficile de faire des comparaisons et de parler de soi-même. On en dit trop ou pas assez. Et dans les 2 cas, c'est pas très bien. Je pense que chacun a sa personnalité, chacun a sa manière de faire les choses, de les conduire. Jean-Michel Aulas est là depuis 20 ans. Il a œuvré, il a été 7 fois champion de France, ce n'est pas rien.
Mais c'est vrai que 20 ans, c'est un long bail. En 20 ans, quand on a des capacités, on doit effectivement arriver à quelque chose. Moi, je me réjouis simplement pour ce qui me concerne c'est ce que je disais tout à l'heure à vos amis, d'être parti de l'Olympique de Marseille, non pas sous la poussée populaire ou sous la poussée des mauvais résultats, non pas non plus sous l'effet d'une action judiciaire. Quand je suis arrivé, il y avait un déficit important au club, il y avait plus de 35 millions. Quand je suis parti, j'ai laissé dans les caisses 35 millions. Oui, c'est une manière de dire que je suis parti la tête haute, voilà. Après, maintenant, je ne suis pas tapis dans l'ombre en me demandant ce que font les autres, qu'aurais-je fait à leur place, que n'aurais-je pas fait. Ce n'est pas du tout dans mon état d'esprit. Je me réjouis au contraire des bons résultats de l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Cela prouve simplement que la coquille n'était pas vide quand je l'ai laissée, qu'il y avait quelque chose et que donc je n'ai fait finalement que mon devoir et mon travail en ayant laissé des choses qui ont permis à mes successeurs de continuer d'obtenir les résultats. Nous avons le temps pour une dernière question. J'ai une autre question aussi. Enfin, est-ce que vous éprouvez, c'est encore moi, est-ce que vous éprouvez un amour vraiment sincère pour l'OM Un amour sincère? Oui. Je pense que c'est l'image que je donnais. Jusqu'ici, c'est l'image que je donnais d'aimer profondément l'OM. Alors, à supposer que j'ai quelque amertume, je dis bien à supposer que j'ai quelque amertume, je ne pourrais l'avoir que contre quelques personnes, pas contre une ville, pas contre autant de supporters, pas contre mes propres enfants, que je sais malheureux quand l'OM ne gagne pas, pas contre mes propres amis, que je sais malheureux quand l'OM ne gagne pas. Oui, donc oui, l'amour que j'ai pour l'OM n'est pas fin. Comment? Même pas. Il faut savoir tourner la page, il faut savoir... voilà. Vous savez, la durée moyenne d'un président à l'OM, la durée de vie, c'était 2 ans, 2 ans et demi. Je suis resté 5 ans quand même. C'est pas rien. Voilà. Ouais. Oui. Bonjour. Vous serez le dernier alors. Hein. D'accord. C'est une question un peu polémique peut-être. En fait, quelles sont les vraies raisons du départ d'Éric Guéret? Non, mais il n'y a rien de polémique dedans. Mais j'ai eu déjà à l'expliquer de toute façon dans la presse. Je l'ai expliqué. Éric Guéret est parti simplement parce qu'à un moment donné, au mois de novembre, je voulais lui renouveler le contrat. À l'époque, certains conseillers de l'actionnaire avait pensé que c'était trop tôt, ce qui n'était pas mon avis, mais bon, c'était comme ça. Et en janvier avait fait un article, l'actionnaire qui était assez retentissant, qui était sorti dans la presse, dans l'équipe notamment, où il disait qu'à la fin de la saison, des comptes seront demandés quand même aux responsables. Les responsables, c'était Pape Diouf, c'était José Anigo, c'était Éric Guéret. C'était donc une manière effectivement de retarder la signature d'Éric. Éric, lorsque il a pensé que les choses tardaient et que lui, il avait envie d'être fixé, il a simplement répondu à une offre qui lui avait été faite ailleurs. Quand je suis arrivé le revoir au mois de mars pour lui faire signer, il m'a simplement dit que c'était trop tard, qu'il avait déjà donné son accord ailleurs. Mais il savait bien de quoi ça retournait, donc c'est quelque chose que j'ai eu à expliquer dans la presse déjà, très clairement. Oui. Je ne fais jamais de pronostic pour une raison, parce que le football est très compliqué et comporte beaucoup d'aléas. On peut agencer le meilleur pronostic, on peut faire le meilleur agencement technico-tactique, il suffit d'un aléa, une erreur d'arbitrage, d'une expulsion, d'une blessure, pour que tout change. Alors le pronostic est tellement fragile. Maintenant, il y a toujours un pronostic de raison et un pronostic du cœur. Le pronostic de raison, c'est ce que je viens de dire. Le pronostic de cœur, j'ai toujours envie que les équipes françaises gagnent, évidemment.
Et donc en parlant de gagner, je suis là. Ouais. C'est juste pour dire que c'est la mi-temps et Lyon perd 1-0, donc je pense que ça va être difficile. Comment? Lyon perd 1-0, donc ça va peut-être être difficile de marquer 3 buts en deuxième mi-temps. Ah d'accord, ils sont menés 1-0. Ouais, but de Oli chez la 26e. Aïe. Contre? Bon, mais ils avaient mis une équipe de réserve. Donc ce débat va être suivi d'une séance de dédicace à la sortie de l'amphi. Je pense que le nombre de personnes qui se sont exprimées ce soir atteste que les vrais amateurs de foot étaient ici ce soir pour écouter un grand monsieur du football français. Merci à tous et nous vous retrouvons à la sortie de l'amphi. Merci.